Bonjour. Donc pour commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Paul Andrieux, je suis lead développeur chez Troopers, qui est une agence de développement spécialisée dans la création d'applications sur mesure. Donc, notre mission, c'est d'accompagner nos clients dès le début sur le conseil et leur stratégie, et ensuite on les accompagne tout du long sur la création de leur UX, le développement back-end, front-end, leur accompagnement SEO, la maintenance, l'hébergement. Et on est une entreprise libérée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de manager, on est tous responsables de notre travail. On fait comme il nous semble le mieux pour effectuer les tâches qu'on a à faire. Donc on va parler aujourd'hui de l'intégration continue. Qui est familier de ça, qui l'utilise au quotidien? Super. Avec quels outils? Jenkins, ouais, Travis. Ouais, Travis. Circle CI aussi? Non, personne. Pardon? Je le connais pas celui-là. Et il y a GitLab aussi. Des gens utilisent GitLab? Super. Vous êtes familier normalement avec le système de CI de GitLab. Donc avant de parler d'intégration continue, on va parler un peu d'intégration, parce que l'intégration continue découle de l'intégration. Historiquement, il y avait un petit peu deux phases dans la création de projets informatiques. Une première phase d'intégration, de conception. C'est là où les développeurs travaillent en équipe pour créer de la fonctionnalité. C'était une grosse phase. Et ensuite, une autre grosse phase, qui est celle d'intégration, où chaque développeur, tout le monde va mettre en commun son code, ce qu'il a fait, gérer les conflits, et ensuite implémenter ça sur le SI existant ou non. Et c'était une phase qui était très complexe, parce qu'il y a des conflits, chaque développeur avance un peu dans son tunnel. Ça pouvait être très long. Alors ça pouvait très bien se passer, être rapide, mais en général, il y avait des gros problèmes à régler, donc ça pouvait traîner en longueur. On parle souvent de 70% des projets IT qui échouent. Les problèmes d'intégration sont une composante, en tout cas, de ce taux d'échec. Et le résultat est aléatoire. Donc, non seulement ça peut être long, et des fois, on peut avoir un mur, et puis juste ne pas réussir à faire cette phase d'intégration. De là a découlé, donc les gens ont réfléchi dans les années 90-2000 à solutionner ce problème-là. Donc on ne peut pas y échapper, il faut de toute façon intégrer notre code, donc le mettre en commun et le déployer. Mais plutôt que de garder cette phase-là pour la toute fin du projet, là où c'est complexe et là où il y a un gros volume de code à gérer, l'approche a été de la découper en les plus petits lots possibles et faire ça, dans l'idéal, plusieurs fois par jour, au lieu d'avoir une grosse tâche en fin de projet. L'intégration continue, c'est une composante phare de l'extreme programming. C'est un petit peu avec ça que ça s'est développé. Donc pour faire ça, il y a plusieurs prérequis pour être capable de faire de l'intégration de façon continue. Ça va être déjà d'avoir un logiciel de contrôle des sources pour que les développeurs puissent travailler ensemble et régler les éventuels conflits au cours de la journée, au cours des différentes journées de la phase de conception. Il va falloir automatiser les processus de build, parce que on ne va pas s'amuser à le faire à la main plusieurs fois par jour, donc il faut qu'on ait des outils automatiques pour faire ça, et de la même manière automatiser nos tests, parce que les tests manuels, c'était bien à une époque, on le faisait une fois sur une grosse recette, on corrigeait et ça passait, mais là plusieurs fois par jour, à moins d'avoir des gens qui soient dédiés à ça et qui fassent ça toute la journée, c'est très compliqué, donc on va essayer de les automatiser, ces tests. Et on va essayer au quotidien, vérifier la qualité du code produit par nous-mêmes, par nos collègues. Un des outils pour faire ça, donc il y en a plein qui existent, que je les ai cités tout à l'heure. Et moi, je vais vous parler de GitLab. C'est celui qu'on a choisi depuis un petit moment maintenant, pour plusieurs raisons. Notamment parce qu'on est capable de l'auto-héberger. C'est un système qui n'est pas forcément centralisé, on est capable de le déployer chez nous. Tout est fait pour que ça soit facilement. En plus, maintenant, il y a une image Docker, il y a juste à la déployer et ça marche. C'est open source. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, d'utiliser les outils qui sont open source.
Et il y a toute une stack d'outils DevOps friendly, dont cette grosse brique de CI. Et un autre gros concept, les GitLab Runners. Donc c'est la possibilité d'avoir une instance avec notre GitLab, et pour toutes les mécaniques de build, de test, on est capable de le déporter sur soit un serveur externe, soit plusieurs serveurs, soit dans un cloud. On fait un peu ce qu'on veut. Le concept qui est au cœur du système de CI de GitLab, c'est les pipelines. C'est quelque chose d'assez commun dans les systèmes d'intégration continue. Donc là, je vous ai mis en illustration à quoi ressemble une pipeline. Donc on voit qu'il y a plusieurs étapes. Donc une pipeline, c'est ce qui va, à chaque fois qu'il y a une modification du code source, ça va être exécuté et ça va nous donner un retour positif, négatif sur la modification de code qu'on est en train de faire. On a des colonnes ici, donc là on a build, review, security, donc ça c'est ce qu'on appelle des stages. C'est des étapes qui vont se dérouler de façon, qui vont se dérouler en série. Donc il faut que la première fonctionne pour que la deuxième se lance, puis la troisième. Et c'est en fait des thématiques de check. Et chaque petit point qu'on voit, ça va être des jobs. Et c'est là où on va mettre tout la logique que l'on veut exécuter pour tester notre code. Donc je vais passer un petit peu sur ces jobs, c'est lesquels on implémente chez nous pour nous faciliter la vie, dans l'ordre. Donc le premier, ça va être on va faire un build. Donc nous, on travaille beaucoup avec Docker. Donc dans tous nos projets, à la source, on a un container, on a un Dockerfile qui définit l'image sur laquelle on va travailler pour notre projet. Donc ça, on a déporté cette responsabilité-là à GitLab CI, qui s'occupe de regarder le Dockerfile, et s'il y a eu un changement, donc on va essayer de taper dans le registry qui est fourni par GitLab. GitLab fournit un registry Docker, c'est super pratique. On va taper dedans pour regarder si le hash de notre Dockerfile est présent. S'il n'y est pas, ça veut dire qu'on vient de le changer, donc du coup on va le construire et push cette nouvelle image de base dans notre registry GitLab. Donc là, voilà, on commence la pipeline avec la construction de notre image de base à jour qui va bien. Ensuite, on va faire des contrôles de qualité, donc des contrôles statiques. Nous, notre stack de prédilection, ça va être Symfony et React. Donc on a différentes choses qui existent pour faire du contrôle statique sur ces deux technos-là. Symfony, c'est du PHP, donc j'en ai cité quelques-uns. On a le PHP MD, on a PHP Stan, PHP CS. Donc ça, on va demander à GitLab d'exécuter ces outils-là systématiquement à chaque fois qu'il y a une modification du code source. Et pour React, c'est un linter JS qu'on utilise. Donc là, je prends l'exemple de PHP MD. Le bout de code qu'on voit ici, c'est un fragment du fichier gitlabci.yaml, qui est le fichier de configuration que GitLab va manger pour savoir quoi faire au niveau des pipelines. Donc on a ici le nom de notre job. Ce qui est super utile, c'est que GitLab est compatible avec Docker de base. Les GitLab Runners sont compatibles avec Docker. Donc là, on lui dit, ce job-là, tu vas le lancer sur une base de PHPQA, qui est une image qui contient plein d'outils d'analyse statique pour PHP. Ce job-là fait partie de la stage de qualité, donc au niveau des colonnes dans les pipelines. Et on va lui demander de commencer par faire un petit composer install et ensuite d'exécuter l'utilitaire PHPMD sur nos sources avec cette configuration-là. Donc lui, il va exécuter ce process-là et le retour se met dans var phpmd.html qu'on déclare comme artefact. Donc ça veut dire que via l'interface de GitLab, on va être capable d'aller chercher ce fichier HTML et visualiser ce qui va, ce qui ne va pas sur notre check de PHPMD. Donc là, ça, typiquement, c'est un job qui va être exécuté sur le GitLab Runner. Donc nous, on a vraiment GitLab qui est hébergé sur un serveur et on a fait le choix, nous, d'avoir un gros serveur qui va être notre GitLab Runner. Donc à chaque fois, GitLab va envoyer des instructions à ce serveur secondaire. C'est un assez gros serveur, donc il va être capable d'envoyer plein de jobs en même temps.
un autre exemple, là, c'est le PHP CS Fixer, pour vous montrer un peu l'interface sur GitLab. Donc, quand je suis sur ma PR, je peux voir ma pipeline, et quand j'accède à ce job, j'ai ici le retour qui est fait de mon exécution. Et donc là, PHP CS Fixer, lui, son rôle, il va analyser le code et puis il va appliquer des correctifs CS, donc de check style, sur notre code. Donc on a le retour ici, et on a mis, c'est petit, on voit pas bien, mais il est capable de générer un diff Git qu'on va mettre dans les artefacts. Donc ici, on a les artefacts, on peut naviguer ou les télécharger. Donc ça veut dire que on fait notre code, on le push, on attend, et là, il y a un problème au niveau du job fixer. Donc on va sur GitLab, on télécharge le patch, on l'applique, on repush, et les choses sont réglées, quoi. Et enfin, le linter, donc c'est le même délire. Hein. On a l'interface ici qui nous permet de relire. Cette fois-ci, il n'y a pas d'artefact, parce qu'il ne fait pas de correctif lui-même. Mais du coup, les développeurs sont capables de venir, de relire ici les choses qui ne vont pas et de faire les correctifs qui vont bien. Donc ça, c'était pour la première phase, celle de check statique de la qualité du code. La stage qui vient après chez nous, c'est le stage de test. Donc toujours avec le même stack, Symfony, React. Les tests qu'on utilise nous, ça va être PHP Unit et Biat. Et sur React, on va faire du Jest avec Enzyme pour tester React et du Differentify. Je vais revenir un peu aussi sur toutes ces technos-là. En commençant par Biat. Vous connaissez Biat ou pas du tout? Très peu. C'est un outil de tests comportementaux. Ça veut dire que ça se place au-dessus des tests fonctionnels. Ça va nous permettre de décrire. On est en agile, donc on a des US, on effectue des user stories. Biat va nous être capable de prendre comme entrée un langage en français, en anglais. Donc on va dire quand j'accède quand je suis connecté comme administrateur et que j'accède au back-office sur /admin, je dois pouvoir cliquer sur le bouton liste des produits. On écrit ça vraiment en anglais. Et Biat est capable d'analyser ça. Il va se connecter grossièrement à un browser et il va réellement faire ces interactions-là. Ça ouvre un véritable browser. Il va cliquer sur les différents boutons. Donc ça permet de tester non pas la validité unitaire de notre code source, mais la finalité qui est le comportement attendu de l'application. Donc je voulais détailler parce que c'est un petit peu particulier. Donc là, on retrouve un élément de configuration du GitLab CI dans le stage test. On va commencer par exécuter un script pour initialiser Biat, puisqu'il a des dépendances un peu particulières. Il y a besoin d'une sortie graphique, vu qu'on ouvre vraiment un navigateur. Donc on utilise un XVFB, un display virtuel. On lance Selenium, qui permet de communiquer avec l'API d'un browser. Là, on initialise notre application et on lance un web server lambda. Une fois que ça c'est fini, on va lancer la commande pour exécuter Biat, puis lui va lire notre configuration dans le projet pour exécuter les scénarios les uns après les autres. Et comme tout à l'heure, dans les artefacts, on stocke cette fois-ci les fails, du coup c'est des screenshots, il est capable de prendre des screenshots des pages sur lesquelles il a échoué. Donc c'est super pratique parce qu'on voit là, on voit le message d'erreur, on voit ce qui s'est passé, et les logs. Le pendant négatif de ça, c'est que c'est super long, parce qu'il ouvre un vrai navigateur, il fait les interactions, donc ça peut durer 1, 2, 3 heures et plus. C'est un vrai problème, parce que là, si on veut le faire de façon quotidienne, le développeur ne va pas pusher, attendre 3 heures et revenir pour voir le résultat. Donc là, on va utiliser la puissance des runners de GitLab pour paralléliser ce fonctionnement-là. Donc on va changer un tout petit peu la configuration. Au lieu d'avoir un job, là j'en ai fait 3, mais on en fait autant qu'on veut, en fait, autant qu'il est capable d'assumer le serveur en face qui va exécuter les jobs. Et ici, à la place d'appeler juste la commande Biat, on appelle un petit script que je ne détaille pas, mais en fait il va découper les différents scénarios à jouer et il va en jouer une proportion. Ça va être un tiers dans ce cas-là. Au maximum, je crois sur un projet, on en a 18. Du coup, ça va super vite parce qu'on est capable, en 10 minutes, de faire virtuellement 3 heures de test, quoi.
Oui, je voulais parler aussi de Differentify. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil-là. C'est pour faire du test de non-régression visuelle. Donc, en gros, dans notre projet, on versionne des screenshots de la tronche que doit avoir chacune des pages. Et ce test-là va passer et il va ouvrir la page dans un browser headless et le comparer avec le screenshot. Et il va nous faire un diff de ce type-là, très, très visuel, où on voit là où il y a une différence visuelle dans la page. Donc c'est super pratique, par exemple, pour des modifications de CSS, où c'est super compliqué. On fait une petite modif de CSS, ça marche bien dans notre page, mais par contre, à l'autre bout du site, ça a cassé un comportement. Là, il va nous le remonter instantanément. Donc pareil, voilà, ça c'est le retour qu'on a dans GitLab. Il nous donne toutes les infos qui vont bien pour nous dire sur cette page-là, il y a un problème, il y a une différence, il faut faire quelque chose. Donc voilà pour la phase de test. Et ensuite, on a une mécanique de push. Là, on considère que le code, si toutes les stages précédentes sont passées, c'est que le code est considéré comme valide. Donc c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir le copier les sources courantes dans le répertoire app de notre image qu'on a construit en début de pipeline. Et on va pouvoir la push dans notre container, dans notre registry. Et là, du coup, on a l'interface de merge request. Donc dans GitLab, une merge request, c'est strictement l'équivalent d'une PR partout ailleurs. On va pouvoir relire la description de ce qui a été fait dans cette PR-là. On va pouvoir voir les diffs de code source. Et nous, du coup, quand on va faire des code review, on va se concentrer sur est-ce que l'implémentation qu'a fait mon collègue est bonne? Est-ce que j'aurais fait des petites choses différemment? Et je ne vais pas du tout relire les conventions, est-ce qu'il a respecté les conventions, est-ce que je n'ai pas besoin d'installer chez moi pour voir si ça marche, parce que ça, on a les tests, les statiques qui l'ont vérifié, on a les tests qui l'ont vérifié, donc je vais pouvoir me concentrer sur un truc un peu plus haut niveau, qui est d'éventuelles différences d'implémentation ou des choses comme ça. Et comme d'habitude, dans toute PR, on a des boutons pour merger, pour approuver. Ce que j'aimerais bien maintenant, c'est que quand je clique sur le bouton Merge, ça déclenche un déploiement. C'est quand même super pratique d'avoir du déploiement continu. Donc là, exactement de la même manière, les jobs GitLab sont capables de faire ça. Là, la différence par rapport à ceux que j'ai montrés avant, toujours, ça c'est de la configuration dans GitLab, dans le GitLab CI.yaml, c'est que ce deploy staging, je lui ai dit, tu le fais seulement si on est sur la branche develop. On ne veut pas mettre en staging toutes les PR qui passent toutes les branches. Donc c'est plus strict, c'est uniquement sur develop. Et on va configurer dans GitLab la notion d'environnement. On va dire, quand on déploie la branche develop, ça s'appelle du staging et ça a lieu sur une URL en particulier. Et donc ça, juste en configurant ça dans notre GitLab CI.yaml, on va avoir une interface qui va s'ouvrir sur GitLab. Donc là, je suis sur la section environnement et je suis sur l'environnement staging. Et là, je suis capable de voir quel commit a été déployé, à quel moment, par qui. Je suis capable de le redéployer et je suis aussi capable de rollback. Donc, quand on clique sur rollback, il va exécuter le job dans le contexte du code source du commit en question. Donc c'est super pratique pour avoir un suivi de où on en est dans les déploiements sur notre pré-prod, potentiellement sur notre prod. On peut aller un tout petit peu plus loin avec ça. Donc là, je remonte. Ici, on a défini un environnement qui s'appelle staging. On est capable aussi de définir un environnement qui a un nom dynamique. Dans une pipeline, GitLab nous expose pas mal de variables d'environnement. Parmi elles, on a un CI commit ref name. En gros, c'est le nom de notre branche. On va l'utiliser pour générer un nom dynamique d'environnement. Et dans l'URL, on a accès aussi à une autre variable d'environnement qui est le slug. Donc c'est le slug du nom de notre branche. Cette fois-ci, on exclut master et develop, parce que ça c'est notre pré-prod et ça c'est notre prod. Et on lui dit, tu vas déployer ce job uniquement quand on est sur des branches, en dehors de develop et master. Ça a pour effet de
à chaque fois qu'on push une nouvelle branche, on a un environnement qui est disponible avec le code source de la branche. Donc là, je vais faire un petit schéma d'une code review. Dans le workflow, on a un product owner, un UI, un UX designer qui conçoivent des tâches. Nous, en tant que dev, on reçoit cette tâche, on la réalise. Et ensuite, on la push, ça fait une belle PR. On a un autre développeur qui vient, qui relit le code source pour voir si tout est valide, et c'est tout. Et ensuite, on attend la fin du sprint, la fin du projet pour déployer tout ça et faire une recette. Ah, il y a des choses qui ne vont pas, l'UX n'est pas bonne, la fonctionnalité n'est pas bonne. On est obligé de refaire des tickets, de revenir dessus, de faire des correctifs. On refait une recette, et c'est comme ça qu'on dépasse le temps alloué à un projet. Donc on ne va plus parler de code reviews, mais avec ce que je viens de vous montrer, on va parler d'app reviews, où sur une PR, on n'a plus uniquement un dev qui va venir, donc il va continuer à venir pour regarder l'implémentation au niveau du code source, mais on a aussi le PO et l'UX designer qui vont revenir. C'est quand même bien, parce que c'est eux qui vont conçu la tâche au départ, donc c'est bien de les faire revenir, et ils vont pouvoir, à travers un petit bloc qui est ici, on ne le voit pas très bien, mais en fait, juste au-dessus du bouton accepter la merge request, on a un bouton qui nous dit ah, cette PR a été déployée sur telle URL. Donc le PO vient, il clique dessus, il arrive sur le site tel qu'il sera au moment où la PR sera mergée. Donc il est capable de tester les interactions, voir ouais, c'est bon, c'est ce que j'avais prévu dans mon US, ou alors ah, vous avez oublié tel truc, et là bah, le développeur instantanément va revenir, va faire les modifications. Et pareil pour l'UX designer. Ça a énormément de valeur. On gagne un temps fou en recette en fin de projet, quoi. C'est hallucinant. Je fais un petit aparté, parce que l'acteur majoritaire quand même au niveau de ce domaine-là, ça va être plutôt GitHub. Là, j'ai exposé un peu en quoi GitLab était un super outil. Maintenant, si vous êtes bien sur GitHub et vous trouvez tout ce qu'il faut dessus, il n'y a pas de raison d'en changer. Je boucle un peu sur l'actualité. Là, la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez suivi, mais GitHub a été racheté par Microsoft. Chacun a son avis là-dessus, hein, mais GitHub était un système propriétaire centralisé. Ça a été racheté par Microsoft. Ça reste un système propriétaire centralisé. Pour moi, ce n'est pas une raison suffisante pour changer d'outil, mais si vous voulez le faire quand même, je vous conseille vraiment GitLab. Nous, ça fait 3 ans qu'on est dessus. Ça marche vraiment, vraiment bien. J'ai terminé. C'est pour moi. Donc, on a pas mal de temps pour des questions, si vous en avez. Merci.